Merci à Nathalie. On m'a dit qu'il fallait que je reste dans la lumière. Je vais avoir du mal parce que c'est pas dans ma personnalité. Donc, je vais vous faire en fait une conférence qui est pas un cours magistral, je vous rassure. C'est une conférence sur l'utilisation des algues en alimentation humaine. Et le titre de la conférence, c'est les algues, aliments traditionnels ou aliments du futur. Et il y a un sous-titre un peu provocateur, ou l'histoire de la malédiction occidentale. Je vais vous expliquer pourquoi les algues ont autant de mal à s'implanter dans nos habitudes de consommation. Alors, quand on parle d'algues, il faut savoir de quoi on parle. Alors, on parle d'abord, donc, d'organismes qui sont, bien entendu, des organismes végétaux, qui sont capables de faire la photosynthèse, c'est-à-dire, en fait, de capter le CO2 et de rejeter de l'oxygène. Ça, c'est important, parce que dans le contexte actuel de réchauffement climatique, on voit que les algues ont sûrement un rôle à jouer. Ce sont donc des organismes qui vivent en milieu humide, et on verra que le milieu humide, c'est un milieu qui est effectivement assez large en termes de définition. Il y a deux types d'algues, des algues unicellulaires, donc qui sont constituées d'une seule cellule, qu'on appelle des microalgues, et des algues constituées de plusieurs cellules qui sont visibles à l'œil nu et qu'on appelle donc des macroalgues. Les algues sont constituées de cellules qu'on appelle des cellules eucaryotiques, c'est-à-dire ce sont des cellules complexes. Nous sommes constitués, nous aussi, de cellules eucaryotiques, c'est-à-dire, en fait, notre ADN, notre génome est compartimenté dans une structure particulière qu'on appelle le noyau. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, le monde du vivant, il se partage entre des organismes qui sont, du point de vue cellulaire, relativement primitifs, c'est ce qu'on appelle les prokaryotes, autrement dit les bactéries, et d'autre part, il y a les organismes qui ont des cellules eucaryotiques. Vous allez voir que ça a une importance ensuite dans mon propos. Alors les algues unicellulaires ou microalgues, ces algues, on voit qu'elles peuvent être donc soit des rhodophycées, c'est-à-dire des algues rouges. Vous avez un exemple là d'algue, c'est Porphyridium cruentum, donc qui est une algue qui est utilisée aussi en alimentation humaine, mais pas en Europe. Vous avez la chlorelle, Chlorella vulgaris, qui elle est autorisée. Et puis vous avez donc une algue verte, la chlorelle, et vous avez ensuite une algue brune, Aslea ostrearia, qui est une diatomée. Et cette algue, elle a une histoire assez particulière parce que les diatomées sont les principaux espèces constitutives donc de la biodiversité microalgale dans les océans. Mais vous voyez, Aslea ostrearia se caractérise par la présence, même si c'est une algue brune, d'un pigment particulier qu'on appelle la marénine. Or, cette algue, quand elle est consommée en fait par les huîtres, cette marénine, qui est un pigment bleu, va verdir parce qu'il est sensible au pH et en fait, lorsqu'il est dans le contenu stomacal d'une huître, ce pigment se met à verdir et c'est ce verdissement qui est à l'origine en fait du verdissement des huîtres qui sont notamment affinées dans les clairs de Marraine d'Oléron. Alors, du point de vue écologique, les microalgues, on peut les trouver dans différents milieux humides, bien entendu, dans les eaux marines, dans les eaux douces, dans les eaux saumâtres, mais pas uniquement. On trouve aussi des microalgues, en fait, sur les façades des bâtiments humides. Là, vous avez un exemple. Donc, c'est sur une façade d'église où vous voyez effectivement des microalgues de type chlorelle et des microalgues rouges, probablement du porphyridium, qui sont effectivement sur la statue de cet angelot. Sinon, hormis les façades, on peut retrouver les microalgues, bien entendu, en milieu aquatique. Alors, en milieu aquatique, soit les microalgues vivent dans la colonne d'eau, et on parle de phytoplancton, soit les microalgues vont se retrouver, en fait, sur le fond, au niveau des vasières, au niveau du fond, donc, des cours d'eau ou donc des côtes, et on parle de microphytobenthos. En ce qui concerne les macroalgues, alors les macroalgues sont bien entendu visibles à l'œil nu. Quand on va se balader sur les strands, on voit facilement des macroalgues. Alors là, vous avez un exemple de macroalgue qui est consommé. C'est Undaria pinnatifida, qui est le wakame, le fameux wakame. Et là, vous avez un exemple, en fait, donc, de structure, de morphologie de macroalgues.
Donc vous avez 3 parties. Alors c'est très illustré sur Undaria pinnatifida, sur d'autres algues, c'est beaucoup moins facile à déterminer. Mais vous avez donc la morphologie d'une macroalgue qui est constituée donc d'une partie qui est une partie inférieure qu'on appelle aptère, qui sert en fait à la macroalgue à se fixer sur le substrat rocheux. Une autre partie intermédiaire qu'on appelle le stipe, qu'on pourrait apparenter à une tige, mais il n'y a pas de tige en fait chez les macroalgues. Et ensuite, vous avez la partie sommitale qu'on appelle la fronde et qui est constituée en fait de lames. Ces lames qui ne sont pas des feuilles parce que ça n'existe pas dans la terminologie associée aux macroalgues. Ce sont ces lames qui constituent la fronde qui vont être consommées comme légumes de mer. Du point de vue de l'écologie, c'est-à-dire de l'habitat, les macroalgues, on les trouve effectivement à différentes profondeurs. Alors, vous avez donc plusieurs zones. La zone supralittorale, qui est la zone donc du littoral qui ne va pas être recouverte lors des marées. Et puis vous avez la zone infralittorale et puis la zone subtidale qui, elle, est toujours immergée. Donc, les macroalgues vont se distribuer entre la zone subtidale et infralittorale. Et là, vous allez voir qu'il y a différentes répartitions bathymétriques, c'est-à-dire différentes répartitions des espèces en fonction de la profondeur. Et ça a un intérêt par rapport à la valorisation des macroalgues. C'est-à-dire qu'en fait, les macroalgues qui vont être le plus faciles à valoriser, ce sont les algues qui sont les plus facilement accessibles, notamment au niveau de la pêche à pied. Donc, dans les algues qui sont sur une répartition bathymétrique qui est proche de la zone supralittorale, c'est-à-dire qui sont proches, en fait, de la zone côtière. Vous avez les algues vertes, ulva, tristement célèbres, mais quand je dis tristement célèbres, c'est parce que c'est la presse qui les a rendues tristement célèbres. Il n'y a pas d'algues toxiques ou d'algues tueuses sur nos côtes. Vous avez ensuite le fucus, ou la Scophilum, qui est une algue brune, et cette algue, elle constitue ce qu'on appelle couramment le goémon. Il y a la Scophilum aussi. Vous avez les algues rouges comme le chondrus. Vous avez ensuite les laminaires, et les laminaires se retrouvent à la limite de la zone infralittorale et subtidale, c'est-à-dire que les laminaires vont être accessibles uniquement lors des grandes marées. Vont être accessibles à pied, bien entendu. Ensuite, vous avez Undaria. Alors, Undaria pinnatifida, c'est une algue particulière. Je vous en parlerai de façon plus approfondie tout à l'heure, parce que c'est une algue qui n'est pas originaire de nos côtes. C'est une algue qui a été introduite accidentellement avec un essaim d'huîtres en 1970 dans un endroit très loin d'ici, qu'on appelle l'étang de Thau. Et on la retrouve bien entendu sur nos côtes, et je vous expliquerai pourquoi. Alors, de façon assez, disons, vulgarisée, on considère qu'il y a différentes familles botaniques qui permettent de répertorier les algues. Alors, vous avez les algues rouges, rhodophycées, qui se caractérisent par la présence d'un pigment rouge fluorescent qu'on appelle la phycoérythrine. Sinon, ces algues ont de la chlorophylle A, toutes les algues ont de la chlorophylle A, et de la chlorophylle D. Vous avez ensuite les chlorophycées ou les algues vertes qui ont de la chlorophylle A et B. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ces algues ont une composition pigmentaire, ces algues vertes, identique à la composition pigmentaire des végétaux terrestres. En fait, les algues vertes sont à l'origine de la lignée verte, qui est partie à la conquête du milieu terrestre. Vous avez les phéophycées ou algues brunes, qui ont de la chlorophylle A, C ou E, mais qui se caractérisent, c'est pour ça qu'elles sont brunes, par un excès de caroténoïdes. Et ensuite, vous avez, on va revenir à cette notion de prokaryotes et d'eucaryotes, vous avez des organismes particuliers que vous connaissez tous. Dans ces organismes, on trouve notamment la fameuse spiruline. Or, la spiruline, ce n'est pas une algue. C'est un prokaryote, donc c'est une bactérie, c'est une cyanobactérie. Donc, quand on vous vend de la spiruline sous l'appellation commerciale algue bleue, on vous vend du rêve. On ne vous vend pas de la science. D'accord ? Vous verrez que ça peut avoir des conséquences du point de vue réglementaire. Ça a failli avoir des conséquences du point de vue réglementaire. Mais c'est passé un peu à l'as. Je vous expliquerai pourquoi. Donc,
La spiruline, qui est une cyanobactérie, en fait, on appelait la spiruline avant l'algue bleue. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une bactérie, c'est un prokaryote, donc ce n'est pas au sens strict une algue. Alors on va arrêter de faire la science, on va un peu quand même se faire plaisir, et on se fait d'abord plaisir, vous le savez, avec les yeux. Et puis je crois que l'objet de la conférence, c'est l'algue aliment, donc ça tombe bien. Donc les algues, vous avez quelques exemples. Donc un exemple que vous connaissez bien, hein, c'est l'exemple de l'utilisation d'algues. C'est notamment une algue rouge, le nori, qui est utilisée pour l'élaboration des maquis. Et là, vous avez d'autres exemples de l'utilisation d'algues comme légumes de mer, donc dans la composition de certains plats. Alors, est-ce que l'algue est un aliment nouveau? Mais si on se réfère à l'histoire, pas du tout. On a découvert au Japon et en Corée des fragments d'algues. Ce sont des algues brunes, la ramée, l'iziki, le wakame. Alors, ce sont les noms vernaculaires, en fait, des algues. Hein. Donc, Ijiki, c'est Ijiki fusiforme, bon, peu importe. Hein. Donc, ce sont des algues qui sont fréquemment consommées en Asie. Et on a retrouvé, donc, dans des restes de repas fossilisés datant de 10 000 ans, des restes de ces algues. Donc, ça veut dire, effectivement, que ces algues faisaient partie du régime alimentaire des populations asiatiques à cette époque-là. En Chine, la consommation d'algues en alimentation humaine remonte au VIe siècle de notre ère. Ce sont des données FAO. Et ensuite, on sait que les habitants de l'archipel des Marquises consomment de manière séculaire une algue verte qui est Colerpa racemosa sous l'appellation Imu tupua. Enfin, en Europe, on pense que la consommation par les soldats grecs de décoctions de plantes marines était en fait des décoctions qui étaient constituées à partir d'algues. Donc vous l'avez compris, les algues, c'est un aliment qui a été utilisé par l'homme dès l'Antiquité, voire la préhistoire. Donc on n'est pas tout à fait dans la définition, en fait, d'un aliment nouveau. Alors, quelles sont les utilisations des algues aujourd'hui en alimentation humaine? Alors, l'algue est principalement utilisée comme légume de mer, vous avez un exemple, donc c'est un légume. Comme ingrédient, c'est une partie constitutive donc d'un mets, là c'est une purée, donc une purée classique de pommes de terre dans laquelle on a intégré en fait un peu d'algues. Et sinon, les algues sont utilisées aussi de manière indirecte dans l'alimentation humaine par leur phycocolloïdes, c'est-à-dire en fait on extrait des algues des substances qui ont des propriétés texturantes, gélifiantes. Ces substances s'appellent des phycocolloïdes et elles vont être intégrées dans l'élaboration de mets particuliers ou de préparations culinaires particulières. Ces phycocolloïdes, ce sont les alginates qui sont extraits des macroalgues brunes, les agars et les carragénanes qui sont extraits par contre des algues rouges. Alors voilà comment s'opère la transformation des algues dans la plupart des pays. Donc vous avez là le séchage à l'air libre de gracilaires au Chili. Là, vous voyez, les algues ne sont pas encore séchées, mais vous voyez la récolte et le transport de la laminaire en Chine. Vous voyez que l'occupation donc du vecteur de transport est optimale. Ça, c'est la force des Chinois, hein, bien entendu. Alors, ces algues qui sont consommées soit de manière directe, c'est-à-dire comme légumes de mer ou ingrédients, ou de manière indirecte, c'est-à-dire comme un phycocolloïde, comment elles sont produites? Alors, elles sont d'abord produites en Asie, principalement. C'est-à-dire que 90% de la production mondiale d'algues se fait dans les pays asiatiques, principalement en Chine. Ensuite, 10%, bien entendu, dans le reste du monde. Quel est le mode de production? Vous reprenez les mêmes chiffres et vous arrivez à une conclusion qui est la suivante, c'est-à-dire que 90% des algues qui sont aujourd'hui exploitées en alimentation humaine, de manière directe ou indirecte, sont produites par culture, donc par algoculture. Et vous avez 10% par cueillette.
Alors les chiffres sont peut-être actualisés, mais enfin ils restent toujours dans le même ordre de grandeur. Donc actuellement, on considère que les espèces qui sont le plus utilisées, donc les plus produites, appartiennent au genre Laminaria. Donc il y a à peu près 682 581 tonnes de produits secs. Vous multipliez par 5 pour avoir le tonnage en produits frais. Donc c'est le genre Laminaria qui est principalement en fait produit dans le monde. Ensuite, vous avez Undaria, le fameux wakame. Ça, c'est pour les algues brunes, mais la laminaire reste en fait la principale algue produite dans le monde. Ensuite, dans les algues rouges, vous avez le porphyra. Le porphyra, c'est le fameux nori. Et vous avez ensuite d'autres espèces qui appartiennent au genre Gracilaria, Euchema. Euchema étant en fait utilisé pour la production de carragénane. Donc voilà quelques chiffres qui donnent des ordres de grandeur. Donc, principalement des algues appartenant au genre laminaire, en ce qui concerne les algues brunes, et en ce qui concerne, de toute façon, la plupart des espèces. Vous avez ensuite, chez les algues vertes, des espèces de caulerpes, notamment Caulerpa taxifolia, Caulerpa lentilifera. Caulerpa lentilifera, c'est une algue verte qui est surtout consommée donc aux Philippines et qui est appelée le raisin ou le caviar de la mer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette algue, du point de vue morphologique, est constituée en fait de petites vésicules vertes qui font penser à des grains de raisin. Alors là, je voudrais attirer votre attention. Alors, les moins de 30 ans vont pas savoir de quoi je parle, mais les plus de 30 ans vont savoir de quoi je parle. Au début des années 90, en Méditerranée, s'est invitée une algue qui est une algue non indigène, la fameuse caulerpe. Vous en souvenez ? Cette algue avait été qualifiée à l'époque d'algue tueuse. Caulerpa taxifolia, c'était de cette algue dont on parle, et en fait, un légume de mer fréquemment consommé aux Philippines. Alors, c'est vrai que cette algue contient une toxine. Mais cette toxine n'est pas produite durant toute la période de croissance de l'algue. Cette algue, en fait, à un moment donné, lors de sa croissance, ne produit plus cette toxine. Or, les Philippins connaissent effectivement cette particularité et donc ne consomment pas cette algue à toutes les périodes de l'année. Donc ça fait partie en fait des images négatives qui sont souvent véhiculées autour des algues dans nos pays occidentaux. Et cette image négative est souvent associée en fait à une méconnaissance que nous avons des algues. Alors, du point de vue d'autres modes de transformation que l'on peut trouver pour les algues alimentaires, vous avez donc là en Chine séchage au soleil, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, vous avez aussi un séchage au soleil, mais qui va en fait être associé à donc un cendrage, c'est-à-dire les algues vont être en fait retournées dans de la cendre de fougère, et ça va donner une plus-value au produit final qui sera un produit alimentaire. Les Japonais, vous l'avez compris, ont en fait tout un art dans la transformation des algues, et tout cet art dans la transformation des algues permet d'obtenir des produits à haute valeur ajoutée. Donc il y a une culture aussi, non seulement de la consommation, mais de la transformation des algues. Voilà quelques produits alimentaires qu'on peut trouver sur les marchés asiatiques. Vous voyez en fait que des algues. Là aussi, vous avez donc des algues déshydratées qui vont être commercialisées. Cette diapositive est intéressante parce qu'elle montre les deux facettes du produit algue. Vous avez en fait l'algue qui va être consommée en fait sur un marché populaire. Donc, c'est l'algue aliment quotidien pour l'élaboration de nori et donc de maquis ultérieurement. Et là, vous avez l'algue produit festif. C'est-à-dire l'algue va être en fait conditionnée dans des coffrets cadeaux. Elle va subir aussi un procédé de transformation particulier
Donc, je rentre pas dans le détail, et c'est un séchage, un roulage dans la cendre. Et donc ça, c'est un cadeau qui est offert en fait aux jeunes mariés en règle générale. Donc il y a toute une culture autour de l'utilisation des algues comme produit du quotidien, mais aussi produit festif, ce qui n'existe pas en Europe. On n'a pas cette culture. On a la culture sur d'autres produits, mais on n'a pas la culture de ce type d'approche sur les algues. Subtilité, et je ne vous embêterai plus avec des mots compliqués, subtilité de l'approche qu'ont les Japonais ou qu'ont les Asiatiques des algues. Vous avez le nom commercial associé à certaines algues, mais ce nom commercial fait état d'espèces, mais fait état aussi de modes de transformation. C'est-à-dire que si vous prenez un wakame Undaria pinnatifida, qui est très prisé par les Japonais, en fonction du mode de transformation que vous voyez ici, vous allez avoir en fait des dénominations commerciales très différentes. Autrement dit, il y a une traçabilité du produit qui se fait au Japon autour de cette ressource alimentaire qu'est l'algue. Si je peux me permettre, on a la même culture de traçabilité au niveau de la qualité d'un produit que vous connaissez tous, qu'on appelle le vin. On a effectivement cette culture de traçabilité et qualitative autour d'un produit comme le vin. Eh bien, il faut imaginer que les Japonais, ils ont la même approche, mais non pas autour du vin, bien entendu, mais autour des algues. Donc là, vous avez un exemple d'une machine qui est en train, en fait, de transformer du wakame en paillettes pour sa commercialisation. Le kombu, Laminaria japonica, ou Saccharina japonica maintenant, en fait, c'est un produit phare, comme le wakame, chez les Japonais. J'ai cru comprendre, donc je prends quand même des précautions oratoires, j'ai cru comprendre que kombu en japonais, ça voulait dire bonheur. Donc le kombu, c'est l'algue du bonheur. C'est pour vous dire en fait l'approche qu'ont les Japonais vis-à-vis d'un produit alimentaire comme les algues. D'accord ? Et là, vous voyez, c'est pareil. En fonction de l'espèce de laminaire, vous avez toute une déclinaison de noms qui sont associés en fait soit à une espèce, soit à un mode de transformation. Bon, les photos, ça vaut quand même beaucoup mieux que des tableaux un peu indigestes avec. Donc je vais vous proposer de vous faire rêver. Eh oui, on mange avant tout, avant les yeux, vous le savez. Hein. Donc voilà toute une série de produits qui intègrent des algues. Donc vous avez d'abord une salade de wakame, vous avez une soupe miso céleri wakame, vous avez une soupe de dashi kombu, donc de kombu avec des spaghettis. Donc là vous avez des makis, et puis vous avez des spaghettis avec, bien entendu, du wakame. Alors souvent les étudiants me disent, alors il n'y a pas que les étudiants qui me disent ça, il y a aussi les gens à l'issue d'une conférence, ils me disent, où c'est qu'on trouve des algues ? Est-ce que c'est difficile à cuisiner ? Alors je dis à mes étudiants, parce qu'aux autres j'ose pas leur dire, mais vous êtes tous capables. Parce que quand j'étais jeune, moi j'étais capable, et je suis toujours capable d'ailleurs, de faire des pâtes. Et bien dans l'eau de cuisson, vous mettez des algues sous forme déshydratée, puis après, vous avez effectivement, après la cuisson, vous avez ce genre de produit. Donc effectivement, ce n'est pas compliqué de consommer ni de cuisiner des algues. Donc vous l'avez compris, l'algue, c'est un aliment traditionnel pour l'espèce humaine, vu les références historiques que je vous ai données. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Europe ? Et plus particulièrement en France. Alors l'avantage d'avoir vécu, c'est qu'à un moment donné, on peut faire partie de l'histoire. Et cette histoire, je la connais particulièrement bien, puisque j'ai quelque part participé, à l'insu de mon plein gré, à cette histoire. C'est ce que j'appelle la malédiction malouine.
Alors à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais au CEVA, j'avais 29 ans. Ouais. Et comme je le mets dans cette diapositive, toute coïncidence ou ressemblance avec des événements ou des personnes ayant existé ou existant, encore, n'est pas fortuite ou involontaire. Donc je vais vous parler de la vraie histoire, de la malédiction des algues alimentaires en France. Alors en 1988, il y a une demande qui est réalisée par le groupement régional des algues alimentaires, acronyme le GRAL. Les Bretons sont très facétieux. Donc c'est un groupement d'industriels bretons qui décident effectivement de promouvoir le développement de la filière algue. Alors pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, les Bretons avaient déjà une pratique industrielle des algues. Ils utilisaient les algues pour la production d'alginate. Mais qu'est-ce qui se passe? Au milieu des années 80, les Chinois produisent en grande quantité du Laminaria japonica pour la production d'alginate. Les prix de l'alginate s'effondrent. La filière bretonne des alginates, donc, est mise en péril. Donc, les industriels qui avaient les goémoniers, qui avaient les bateaux de goémoniers, qui avaient aussi la pratique industrielle de la ressource algale, décident en fait de changer de domaine d'application. Ils s'intéressent à l'algue alimentaire. Donc en 1988, l'algue Laminaria digitata, qui était principalement utilisée pour la production d'alginate en Bretagne, est commercialisée sous la forme de produits apertisés, autrement dit sous la forme de conserve. Et elle est commercialisée sous l'appellation de kombu breton. Et on la trouve principalement dans la région de Saint-Malo. Et c'est là où l'histoire devient croustillante. Et c'est une histoire vraie. Donc en 1988, en été 1988, il y avait un inspecteur de la répression des fraudes qui était en vacances à Saint-Malo. Il était à la direction générale à Paris. Et cet homme-là, il tombe en fait sur une conserve de Laminaria digitata, le fameux kombu breton. Et cet homme, il aurait dû penser qu'il était en vacances. Il aurait dû se dire « je lâche prise ». Mais non, il n'a pas lâché prise. Il n'a pas lâché prise. Il revient donc à la direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes à Paris. Et puis, il dit à son chef de service « moi, j'ai vu un truc étonnant. En Bretagne, on commercialise des algues. Or, les algues, c'est un aliment non traditionnel. Or, un aliment non traditionnel, pour qu'il soit commercialisé, il faut qu'il ait l'avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui n'existe plus, et de l'Académie nationale de médecine. Donc, patatras, interdiction de commercialiser le kombu breton, il faut faire un dossier de demande d'autorisation à la répression des fraudes, et surtout le dossier, il faut le faire au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et à l'Académie nationale de médecine. Donc, classification des algues dans la rubrique réglementaire des aliments non traditionnels et interdiction de commercialisation de cette laminaire avant l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie nationale de médecine. Alors, la question qui se posait, c'est les algues sont des aliments non traditionnels, quel danger pour le consommateur? Donc ça a mis effectivement en sommeil la filière algues, autrement dit le groupement régional des algues alimentaires. Sur ce, le GRAL a sollicité en fait le Centre d'études et de valorisation des algues, et là, au sein du Centre d'études et de valorisation des algues, il y a 3 jeunes chercheurs, 3 nains, qui ont été en charge en fait de répondre aux attentes du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et à l'Académie nationale de médecine. Donc le premier qui s'est frotté au sujet, c'est Xavier Briand, ensuite Serge Mabot, et moi j'étais le dernier arrivé, donc c'est moi qui finalisais en fait le dossier. Mais on est tous les 3 à avoir travaillé sur ce dossier assez compliqué. Alors d'abord, on a essayé effectivement
de dialoguer avec le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et l'Académie nationale de médecine, et surtout avec l'administration, sur un fait, c'est qu'à cette époque, en France, il y avait d'autres aliments qu'on ne peut pas qualifier d'aliments traditionnels qui étaient autorisés. Le quinoa, le kiwi et surtout le riz sauvage, qui avait été en fait, à l'époque, et je crois qu'il est toujours commercialisé par Lustucru, mais il n'y avait pas eu de problème. En revanche, pour les algues, il y avait un problème. Il fallait faire un dossier très complet, alors que les algues, on l'a vu, c'est un aliment traditionnel. Hein. Les Chinois, les Japonais, ils en consomment depuis des millénaires. Donc, pas de souci. Cet argument n'a pas suffi. Donc, il a fallu qu'on réponde aux attentes du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Et le résultat, c'est qu'actuellement, il y a 24 espèces. Ça comprend aussi des microalgues qui sont autorisées en alimentation humaine comme légumes de mer ou comme ingrédients. Donc là, vous avez la liste qui se déroule des espèces qui sont actuellement commercialisées ou susceptibles de l'être pour une application en alimentation humaine. Alors ça, c'était une chose. Ensuite, il a fallu établir des critères. C'est ce que nous a demandé le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et l'Académie nationale de médecine, des critères toxicologiques. Alors, ces critères toxicologiques, ils concernent les teneurs en minéraux toxiques, donc en métaux lourds, l'arsenic inorganique, le cadmium, le plomb, l'étain et l'iode. Donc, aujourd'hui, pour que les algues soient autorisées à être commercialisées, il faut que, en fait, les teneurs en ces métaux lourds n'excèdent pas les valeurs qui sont dans ce tableau. Donc, il existe donc des critères en matière donc, de métaux lourds, d'hygiène. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les algues, effectivement, on leur a imposé des critères relativement stricts, mais très sincèrement, quand vous allez manger, par exemple, une crevette, quand vous allez manger une magnifique Saint-Jacques, vous allez vous poser la question des teneurs en arsenic, vous allez vous régaler. Donc, vous voyez que si vous prenez une algue comme Undaria pinnatifida, le fameux wakame, eh bien, les teneurs en arsenic total sont généralement largement inférieures aux teneurs en arsenic total qu'on peut trouver dans certains produits de la mer. Bien entendu, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que l'exposition aux métaux lourds dépend aussi de la fréquence de consommation et du produit qui va être consommé. Mais enfin, on ne vit pas quand même dans une bulle. Hein. Donc, quelque part, on avait encore fait un procès un peu, comment dire, en sorcellerie chez les macroalgues. Alors ça, c'est quelque chose qui me fait toujours sourire, parce que j'arrive à un moment de ma vie où je peux sourire, c'est que, bien entendu, il n'y a pas que les métaux lourds dans la vie, il y a aussi les bactéries. Et alors, on a établi effectivement aussi des critères bactériologiques utiles pour la consommation des algues. Alors, la flore aérobie mésophile, en fait, c'est la quantité de bactéries totales qu'on peut trouver dans le produit. Il ne faut pas que ce soit supérieur à 100 000 germes par gramme. La salmonelle, absence, mais ça, c'est normal. Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, OK. Mais j'attire votre attention que tous les germes bactériens qui sont établis dans cette réglementation concernent des germes telluriques, c'est-à-dire des germes présents sur le sol, ou des germes qui vont être apportés, par exemple, les coliformes fécaux, par de mauvaises manutentions, mauvaise hygiène. D'accord ? Il n'y a pas un germe d'origine marine. Donc ça, c'est déjà le premier critère. Alors heureusement, parce qu'il ne fallait pas rajouter la liste, il ne fallait pas quand même quelque part rallonger la liste, pardon. Mais c'est vrai que, en fait, quand cette réglementation a été établie, je vous ai expliqué comment elle a été établie, dans l'urgence, bien entendu, comme d'habitude, mais on a considéré que les algues, c'était un produit qui était un produit comme la salade, comme les légumes,
et il fallait qu'en fait, les critères qu'on applique soient les mêmes critères qu'on applique pour les légumes terrestres. Bon, on n'était plus à une incohérence près. La réglementation européenne, par contre, a un peu changé la donne, parce que la réglementation européenne, en fait, la réglementation Novel Food ne donne pas de liste positive des espèces d'algues. En fait, elle dit que les aliments, ingrédients alimentaires composés de micro-organismes, d'un champignon ou d'algues isolées à partir de ceux-ci, ça concerne en fait les produits qui sont consommés de manière marginale, mais il n'y a pas de liste positive, contrairement à la France qui établit une liste positive. C'est-à-dire, si vous voulez commercialiser une algue qui n'est pas dans cette liste, c'est pas la peine. Vous serez interdit à la commercialisation. Alors, la réglementation nationale prévaut sur la réglementation européenne. Alors, les produits qu'on peut trouver aujourd'hui, parce que ça, c'est ce qui doit vous intéresser avant tout. Donc, vous avez des produits, donc des pâtes, comme vous voyez ici, dans laquelle on a intégré donc une farine d'algues, nori, algues rouges, dulce, algues rouges, laitue de mer, algues vertes. Vous avez des haricots de mer, Imentalia longata. Ça, c'est un produit qui est très facile à trouver et très facile à cuisiner. Si vous avez cuisiné des haricots verts de terre, vous saurez cuisiner des haricots de mer, pas de problème. Là, vous avez des préparations culinaires à pertiser à base de wakame. C'est donc des préparations qui viennent donc de Ouessant, c'est l'ouessantine. Et là, vous avez des haricots de mer fermentés. Donc, ce sont des produits qu'on trouve aujourd'hui assez facilement sur le marché. Alors, il y a 30 ans, quand on s'intéressait au développement de l'algue comme aliment, on entendait, et moi je ne suis pas tout à fait d'accord, on entendait le développement de l'algue auprès du consommateur, ça passera forcément par l'utilisation des algues par les grands chefs. Très sincèrement, vous comme moi, on ne va pas souvent manger dans de grands restaurants. Donc moi, je me bats un peu contre cette fausse idée qui, depuis 30 ans, a montré ses limites. Et c'est quoi? C'est de dire que l'algue, il faut la banaliser. L'algue, c'est un légume ordinaire aux propriétés extraordinaires, comme je dis. Ça m'est sorti comme ça un jour. Depuis, j'ai gardé. Alors, un légume ordinaire, ça veut dire quoi? Darne de saumon avec riz au safran et son accompagnement de wakame. Et c'est pas un grand cuistot qui a fait ça, c'est moi. Quiche à la dulce, ça c'est pas moi, c'est bord à bord, d'accord? Et vous avez, ça c'est moi par contre aussi, pâte à l'ail avec de la onori, c'est-à-dire de l'entéromorphe. Donc sincèrement, ça c'est des choses qui sont accessibles à n'importe qui aime faire de la cuisine. Il faut aimer faire la cuisine, hein. Si vous aimez pas, vous ne lancerez jamais dans des trucs comme ça. Donc, je le répète, les algues, c'est un légume ordinaire. C'est un légume de mer, comme il y a des légumes de terre. Et c'est là où, effectivement, il faut essayer de convaincre. D'accord? Alors, maintenant qu'on a fait de la cuisine, est-ce que c'est bon de manger des algues? Parce que c'est ça, la vraie question. Hein? Alors, en fait, chez les algues, on trouve tout ce qu'on trouve chez d'autres légumes, bien entendu. On trouve des protéines, on trouve des fibres et on trouve aussi des lipides. Alors, vous connaîtrez tous, c'est pareil, hein, ceux qui ont moins de 30 ans, je ne sais pas s'ils connaissent ce film, hein, d'accord, mais ceux qui ont plus de 40 ans, ils le connaissent. Donc, Dr Knock, lui Jouvet, qui était pharmacien, sauf erreur de ma part, hein, professeur Pouchy, tu me confirmes que lui Jouvet était pharmacien. Comme quoi, la pharmacie, ça mène à tout. Donc, les algues ont apparemment soulagé votre transit. Le combus, c'est l'algue du bonheur pour le côlon. Et effectivement, tout est dit là-dedans. Les algues ont des fibres qui facilitent le transit intestinal. Donc, on va voir ça dans quelques diapositives. Concernant les protéines, puisqu'en fait, c'est un peu mon domaine, les protéines. Alors, toutes les algues n'ont pas des teneurs élevées en protéines. Seules les algues rouges ont des teneurs
en protéines qui sont relativement exceptionnelles. Vous avez une algue comme Porphyra tenera. Porphyra, il y en a sur nos côtes, c'est Porphyra umbilicalis. Bon, les algues qui appartiennent au genre Porphyra, on va faire simple. La teneur en protéines fluctue entre 33 et 47% du poids sec. Ça veut dire qu'une plante comme le soja, en fait, a une teneur en protéines qui est inférieure à la teneur en protéines qu'on trouve chez Porphyra tenera. Quand vous pensez que même en aquaculture, quand on travaille sur l'élaboration d'un produit dit vert, c'est-à-dire qui intègre principalement des protéines d'origine végétale, aujourd'hui, on intègre principalement des protéines de soja, alors qu'il existe dans le milieu marin des algues qui ont des teneurs en protéines qui sont largement supérieures aux teneurs en protéines du soja. C'est un non-sens écologique, c'est un non-sens tout court. Alors, c'est pas un non-sens économique, hein, parce que le soja coûte moins cher que Porphyra. Mais bon, c'est une question qu'on devrait quand même se poser quelque part, parce que la probabilité qu'un saumon rencontre dans son milieu une plante de soja est quand même assez limitée. Par contre, même les poissons carnivores, on sait, dans certaines conditions, peuvent se nourrir donc d'algues, dans certaines conditions. Mais bon, une fois qu'on aura formulé ces protéines sous forme de granulés, il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question sociétale, c'est une vraie question aujourd'hui qui se pose à l'humanité. Pourquoi ? Parce que si on continue effectivement à déforester l'Amazonie pour faire du soja, si on continue à produire pour l'alimentation animale autant de soja, alors que ces cultures nécessitent beaucoup d'eau douce, on va dans le mur. Parce que de toute façon, les algues ne nécessitent pas d'eau douce pour pousser, hein. On est d'accord là-dessus. Après, il faudra peut-être un peu les dessaler, c'est vrai. Mais bon, le débat mérite d'être posé. Alors, ces protéines, on a vu qu'on peut avoir jusqu'à 47% du poids sec. Soja, grosso modo, c'est 25%, hein, pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Chez de nombreuses espèces, donc chez Palmaria palmata, qu'on appelle la dulce, on la trouve sur nos côtes très facilement, cette espèce. Donc, la teneur de protéines chez Palmaria palmata, au maximum, c'est 25, et des fois, si on la cultive, ça peut aller jusqu'à 35%. Ce qui est intéressant, c'est de voir la balance acides aminés essentiels, acides aminés non essentiels. Les acides aminés essentiels, c'est les acides aminés qui sont fournis par notre alimentation. Les acides aminés non essentiels sont les acides aminés que nous avons la capacité de synthétiser. D'accord ? Donc là, je reviens sur la consommation humaine. Donc vous voyez que la balance est de 64% pour les acides aminés non essentiels, donc de la fraction protéique totale, et 36% pour les acides aminés essentiels. Alors vous allez me dire, c'est bien ces chiffres, mais ça veut dire quoi ? Ben, vous prenez les protéines de soja, c'est 65% d'acides aminés non essentiels, 35% d'acides aminés essentiels. Donc on est en fait dans une balance qui est tout à fait comparable au soja. Alors vous allez me dire, cet homme, il n'aime pas le soja, c'est pas vrai, je mange des yaourts au soja. Mais quand même, quelque part, je ne suis pas pour le tout soja. La grande force des algues au niveau nutritionnel, c'est la nature des fibres qui constituent en fait ces algues. Donc vous avez 3 types de polysaccharides, les kappa-carragénanes, parce qu'il n'y a pas que les kappa, l'agar et les alginates. Et ces polysaccharides, ce sont, du point de vue alimentaire, d'excellentes fibres alimentaires. C'est-à-dire qu'elles vont faciliter le transit intestinal. Alors l'intérêt, c'est que ce sont des fibres solubles. Alors je vous explique. Il y a 2 types de fibres. Des fibres dites solubles et des fibres dites insolubles. Solubles dans quoi ? Solubles dans l'eau. Insolubles dans quoi ? Insolubles dans l'eau. D'accord ? La plupart des sources de fibres de légumes terrestres, par exemple comme le son de blé ou la pulpe de betterave, ce sont des fibres insolubles. Ces sources alimentaires produisent surtout des fibres insolubles. L'intérêt des algues, c'est qu'elles produisent surtout des fibres solubles. Donc effectivement, un régime alimentaire qui intégrerait donc des légumes terrestres, des sources de fibres
de légumes terrestres et des sources de fibres de légumes de mer comme les algues, eh bien, ce régime aurait les deux types de fibres solubles et insolubles à sa disposition, avec un effet probablement positif sur le microbiote. Alors les fibres, ça gonfle dans l'estomac, la satiété va être atteinte plus rapidement, et au bonheur, les algues sont pauvres en lipides. Donc consommer des algues, ça ne vous fera pas grossir. Les algues ont des teneurs en lipides très faibles, 1 à 7% du poids sec. Donc les algues sont des aliments hypocaloriques. Alors là, je vais être prudent, parce que, bon, il y a des acides gras polyinsaturés. Vous savez, c'est à la mode, les acides gras polyinsaturés. Ce sont ces fameux acides gras qui nous empêchent d'avoir donc des troubles cardiovasculaires. Donc, il y a l'acide arachidonique, mais c'est surtout l'acide donc éicosapentaenoïque qui est intéressant du point de vue alimentaire. Bon, ben vous voyez, vous avez des teneurs qui sont exprimées en pourcent de la fraction totale en acides gras. Donc, on ne va pas très loin. Hein. C'est Undaria pinnatifida qui est et Laminaria digitata, donc les algues brunes, qui ont des teneurs les plus élevées, de l'ordre de 8 et quelques %. Bon, ça ne remplacera jamais les sardines et les maquereaux, on est d'accord. Mais vous pouvez manger des sardines aux algues. Ça, c'est possible. Et c'est bon. Alors, il y a quelques molécules intéressantes du point de vue pharmacologique. Il y a des molécules de stérol qui sont extraites notamment donc d'une algue brune qui est le fucus ou l'ascophyllum, c'est le fucostérol. Alors, ces stérols originaux ont des activités antioxydantes et donc diabétiques. Bon, ça fait partie des informations qu'on a dans la littérature scientifique, mais bon, on ne sait pas combien il faudrait consommer d'algues pour avoir effectivement un effet sur la santé. Alors, l'aliment du futur, parce que moi je vous ai dit, les algues, en fait, c'est pas un aliment du futur. Hein. Je vous ai dit, c'est un aliment en fait traditionnel. En fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à redécouvrir les algues, c'est tout. Hein. Alors, donc il existe une molécule que l'on trouve spécifiquement chez certaines espèces d'algues, cette molécule d'école. Et donc c'est une molécule, vous voyez, un peu complexe. Et en fait, cette molécule a une activité anti-allergisante, anti-inflammatoire. Donc là, je voudrais rendre hommage à mon ami Erwan Argal, qui nous a quittés il y a 2 ans, et qui avait effectivement contribué donc avec moi sur un chapitre d'ouvrage sur ce sujet. Donc effectivement, les algues sont connues pour avoir une activité anti-inflammatoire, anti-allergisante. Ça peut être intéressant pour certaines populations, c'est-à-dire pour les populations qui sont très sensibles aux allergènes alimentaires. Et bon, ça peut aussi être intéressant pour les véganes parce que maintenant, effectivement, ça fait partie aussi des approches quand on travaille sur la biochimie alimentaire. Alors, et je vais finir par ça, il y a une question que l'on doit tous se poser en tant que citoyen. On n'a pas besoin d'être un scientifique pour ça. C'est la question sur la soi-disant diversité alimentaire. Qu'on consomme du porc, qu'on consomme de la volaille, qu'on consomme des poissons issus de l'aquaculture ou d'autres organismes issus de l'aquaculture. De plus en plus, dans l'élaboration des aliments, intervient la présence de protéines de soja. Où est la diversité alimentaire là-dedans? Que vous consommiez un bœuf, enfin vous ne consommerez pas un bœuf, disons une partie de bœuf, que vous consommiez un porc, une partie de porc, ou un poulet, si tous ces animaux sont nourris avec la même source de protéines, ça pose le problème de la diversité alimentaire. Et moi, je ne veux pas vous vendre l'algue comme aliment, remède, miracle qu'il faut consommer tous les jours. Enfin, moi, j'en consomme tous les jours. On verra combien de temps je vais durer comme ça. Mais la base, c'est effectivement la diversité alimentaire. Il faut varier son alimentation. Et les algues, dans ce contexte-là, ont un rôle à jouer dans la
diversité de ce que l'on peut consommer en matière de légumes. C'est ça un peu le message que j'essaie de vous faire passer. Je ne veux pas vous dire que les algues vont vous soigner de tout. Je ne vais pas dire que les algues vont avoir un impact positif sur l'implantation capillaire chez les messieurs, parce que là, personne ne me croirait. On est d'accord? Je veux simplement vous dire qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Et consommer des algues, c'est pas être marginal. C'est pas être quelqu'un de particulier. C'est d'être quelqu'un d'ouvert, en fait, à la diversité alimentaire. Alors, j'ai fini, mais avant de finir totalement, je voulais vous présenter quelques ouvrages. Ces algues qui nous entourent, qui datent de 1997, qui est donc l'ouvrage qui a été fait par René Pérez, qui n'existe plus sous forme, alors, sauf dans une brocante ou au Bon Coin, vous ne le trouverez plus. Si vous le trouvez sous forme papier, c'est superbe. Moi, j'ai un exemplaire dédicacé, c'est très bien, mais c'est sous forme numérique. Il y a des étudiants, là. Donc, l'ouvrage de ma collègue Nathalie Bourgougnon, pour les futurs capétiens et agrégés, donc sur les algues marines, biologie, écologie, utilisation. Ce petit ouvrage, qui est très intéressant, si vous partez sur l'estran, les algues, qui est fait par Olivier Barbarou. C'est un ouvrage qui coûte quelque chose comme 10 €, donc c'est vraiment... Voilà. Alors ça, ce sont mes ouvrages. Les algues alimentaires, bilan et perspective. Alors je vais essayer de rapatrier chez STE cet ouvrage, je vais vous raconter pourquoi. Et ça, c'est les derniers ouvrages. C'est le dernier qui est paru là, sur les biotechnologies bleues, donc chez STE. Alors pourquoi je travaille chez STE, je vous le dis, enfin, pourquoi je travaille avec STE, parce que je ne travaille pas pour STE. Parce que quand j'ai commencé à travailler avec cet éditeur, je voulais avoir un éditeur qui édite des ouvrages accessibles à des budgets d'étudiants. Et les e-books coûtent 9,99 €. Et comme je dis à mes étudiants, c'est le prix d'un paquet de cigarettes ou d'un mojito. Donc, pensez à votre santé, achetez le bouquin, ce sera mieux. Moi, je ne suis pas sûr que j'ai beaucoup de succès. Bon, mais en plus, la star, c'est pas moi. La star, c'est elle. Regardez. Les algues sont vraiment de très, très beaux végétaux. Et quand on se balade sur l'estran, c'est des photos que j'ai pu faire, vous voyez, avec un portable. Et donc, on voit la beauté de ces algues. Donc, moi, je suis effectivement aussi très motivé pour faire découvrir les algues au plus grand nombre, et notamment aux gens qui se baladent sur l'estran, qui cherchent à tout prix des crabes, des palourdes, et je sais pas quoi, des crevettes. Mais regardez, ils appellent ça du goémon, mais ce sont les belles de mer, ça. Ce sont les belles de mer. Et c'est à elles que je dédie cette conférence. Merci de votre attention. Monsieur Couchu, une petite question. Bon, merci Joël. Allez, première question. Un habitué. Lorsque vous conseillez aux promeneurs de ramasser des algues sur la côte, vous savez que pour les mollusques, c'est un grave problème. Donc pour les algues, si les très nombreux Français qui vont faire de la pêche à pied allaient ramasser des algues, est-ce que ça ne poserait pas un problème pour la régénération de ces algues? Pour la rémunération ? Pas pour la régénération, excusez-moi. Si, dans le cas extrême, ça pourrait poser des soucis, mais bon, on en est loin. Puis beaucoup d'espèces sont dites vivaces, c'est-à-dire vont revenir sur le même site. Mais je peux pas être catégorique dans ma réponse. Moi, vous savez, je me balade souvent sur l'estran, j'ai rarement vu des gens ramasser des algues. À part moi, il n'y a pas grand monde qui ramasse des algues. Mais en théorie, oui, si tout le monde se mettait à ramasser des algues, oui, il pourrait y avoir un problème sur la ressource. Ça, c'est clair. Et pour compléter, Joël, il y a certaines algues
qu'il faut ramasser d'une certaine manière, Oui. voilà, respecter certaines tailles, etc. Ouais, Oui, voilà, il ne faut pas les arracher, voilà. certaines espèces, c'est évident. Allez. Une- Hein. Donc, bonsoir, merci. Je voulais juste dire qu'il y a en fait des très bons moritos avec du wakame. Mm. Et j'avais deux questions. Donc la première, c'est là on a beaucoup parlé de l'algue en tant que légume, mais sur l'algue transformée, est-ce qu'on a maintenant un petit peu de recul sur les possibles conséquences sur la santé? Je pense au carrageenan, alginate, agar-agar, tout ce qui va être dans le process de transformation. Et voilà, c'est déjà la première question. Et la deuxième question, oui, pardon, ce sera, est-ce que vous observez déjà, enfin voilà, moi je travaille sur le terrain, je forme les gens justement à faire de la cueillette respectueuse, et en l'espace de 15 ans, il me semble voir déjà l'évolution des populations d'algues qui souffrent énormément du réchauffement climatique. Ah oui, ça c'est... et qui migrent. Je voulais savoir si vous aviez un bilan. Ah non, j'ai pas de bilan, mais cette observation, je l'ai faite aussi. Ça c'est clair. D'ailleurs, ça concerne pas que les algues, ça concerne la plupart des espèces marines, qu'elles soient végétales ou animales. Alors, concernant votre première question sur le recul qu'on pourrait avoir par rapport à l'impact sur la santé de la consommation d'algues et notamment de wakame transformées, c'était ça la question? Oui, plutôt les phycocolloïdes. Oui. Est-ce qu'il y a du recul sur... Alors, les phycocolloïdes pris à part, de toute façon, ils ont été autorisés en alimentation humaine comme additifs. C'est-à-dire que s'ils ont été autorisés, c'est qu'ils ont subi avec succès les tests de toxicité orale aiguë à moyen terme et à long terme, d'accord? Ils sont utilisés depuis très longtemps, ça c'est clair. À ma connaissance, il n'y a pas eu de test de mutagénèse pour savoir s'ils avaient un impact sur la croissance cellulaire. Mais c'est tellement complexe, si vous voulez, ces problèmes. C'est pas que lié aux algues, mais les problèmes des intrants dans l'alimentation humaine, c'est extrêmement complexe. En revanche, on peut aujourd'hui raisonnablement, effectivement, se poser la question des additifs, quels qu'ils soient, pas seulement issus des algues, et de la combinaison des additifs par rapport à la santé humaine. Et à ma connaissance, moi je suis pas toxicologue, d'accord? Donc j'ai une connaissance extrêmement réduite sur le sujet. Mais on a peu d'informations par rapport aux combinaisons surtout, et sur les produits isolés, on fait des tests qui sont des tests de toxicité la plupart du temps. Et une dernière question rapide, est-ce que les lithothamniums sont encore exploités en France? Les quoi, Le lithotham, toute la famille des lithothamniums. Ah, le lithotham. Ah, à ma connaissance, il est toujours récolté, oui. Alors, est-ce qu'il est utilisé il est plus récolté du tout, le lithotham? Il y a toujours des produits à base de lithotham qui sont commercialisés en agriculture. Hein. Oui, mais je ne sais pas s'il vient de chez nous. Hein? Je ne sais pas s'il vient de chez nous. Ah, c'est sûr qu'il ne vient pas. De toute façon, les côtes nord bretonnes, elles sont là où il y avait des gisements de lithotham. Ils sont dans Natura 2000 maintenant. Je crois qu'on ne peut plus, effectivement. Mais le lithotham, il est Lithothamium calcoreum, il doit être toujours utilisé en agriculture. Enfin, Mais il ne vient pas de chez nous. Ah, je ne sais pas d'où il vient. À moins à moins. Il ne faut pas l'utiliser. Et qu'est-ce que fait le groupe Roulier alors, maintenant? Ouais, d'accord. Enfin, je sais que les gisements au large d'Erquy avaient été, effectivement, sont protégés, quoi. Je veux dire, sont protégés par Natura 2000. Professeur Pouchu. Oui. Alors, moi, j'ai une petite question. Quand on voit des algues, oui, c'est quand même un peu gluant, oui, mou, élastique, tout ça. C'est oui, pas très appétissant. Oui. Alors, tu nous as pas dit, est-ce que c'est bon? Mais bien entendu que c'est bon. Alors, il y a des gens, et j'en fais partie, qui peuvent consommer des algues aux sorties de l'eau. Je vous ai parlé de Palmaria palmata. Est-ce qu'il y en a qui ont eu cette expérience gustative de Palmaria palmata aux sorties de l'eau? C'est un petit goût, donc assez iodé, mais ça ressemble un peu à un goût de violette.
Après, une fois que les algues sont cuites, effectivement, la couleur change, le goût change aussi. Moi, je pense, parce que tu sais que je cuisine, hein, tu as quand même un peu mangé à la maison, tu sais que j'aime cuisiner. Je pense que le problème avec les algues, c'est surtout la texture. Les gens ne sont pas habitués à, en fait, la texture des algues. Mais c'est pareil, tu sais, les calmars, les gens, ils trouvent ça caoutchouteux. Donc, on a besoin effectivement d'éduquer peut-être et d'ailleurs, Merci les algues fait souvent des ateliers de cuisine en relation avec les écoles pour effectivement apprendre aussi à goûter et à cuisiner les algues. Ça, c'est important. Ça passera par la culture des plus jeunes générations, par l'éducation, pardon, des plus jeunes générations. Après, excuse-moi, mais les champignons, mon cher François, c'est pas toujours... hein, d'accord. C'est un peu visqueux par moments, les champignons aussi, hein, d'accord. Je ne sais pas les cuisiner, d'accord. Oui, une question là. Attends, je descends. Madame. Vu tout ce qui est rejeté dans les cours d'eau qui vont à la mer, et il y a des problèmes de mutation chez les poissons, est-ce que les algues filtrent tout ce qui est mauvais dont elles sont entourées? Les algues, comme beaucoup d'organismes marins, effectivement, accumulent ce qui est présent dans le milieu marin. C'est pour ça qu'il y a effectivement des critères toxicologiques pour les teneurs en métaux lourds, mais c'est vrai pour en fait les organismes animaux filtreurs aussi qui vont accumuler. Donc effectivement, que ce soit les algues ou que ce soit par exemple les coquillages, les mollusques, il ne faut pas non plus les prélever n'importe où, dans n'importe quel endroit, n'importe quel environnement. Et en fait, les produits qui sont aujourd'hui mis à la disposition du consommateur sont des produits qui sont censés être contrôlés. Donc, mais vous savez, moi, il y a quelques années de cela, j'avais eu une discussion avec un chef de labo qui me disait qu'il avait fait des analyses de plomb sur la mâche nantaise, qui pousse près du périphérique nantais. Et personne ne se pose la question de savoir quelles sont les teneurs en plomb de la mâche nantaise ou la teneur en plomb des champignons qu'on ramasse, hein, ou en arsenic. Donc, le problème des algues, c'est que quelque part, on a diabolisé. Alors, pourquoi on a diabolisé? Ça, c'est intéressant. Pourquoi on a diabolisé les algues? Pourquoi? Parce que dans l'inconscient collectif européen, les algues ont été souvent, en fait, associées à des périodes de disette ou de famine. D'accord? Alors qu'en Asie, et plus particulièrement au Japon, les algues font partie, en fait, des traditions culinaires. Chez nous, c'est en fait un aliment qui, quelque part, a été dévalorisé en matière d'image. Comme le rutabaga. Exactement. Ma grand-mère, qui avait vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, le rutabaga, c'était pas la peine de lui en parler, quoi. Ou le topinambour. Que pensez-vous des algues pour l'alimentation animale en succédané des antibiotiques? J'en pense que du bien. Hein. Il y a un ouvrage qui s'appelle Les algues en agrobiologie qui en parle. Effectivement, d'abord, alors, on va revenir aux phycocolloïdes et aux polysaccharides. Donc ça a été décrit dans la littérature scientifique. Certains polysaccharides, je pense aux alginates, mais il n'y a pas que les alginates, ont un effet immunostimulant chez les animaux. En plus, chez le porc, ce qui a été montré, c'est que quand on introduit dans la ration alimentaire du porc de la farine d'algues, on a un effet positif aussi sur le microbiote porcin. Donc là, on a un effet immunostimulant, un effet sur le microbiote et donc un effet entre guillemets antibiotique parce que le système immunitaire va être stimulé.
Et c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé absolument étonnant que dans les Côtes-d'Armor, département que j'adore, c'est vrai en plus, en fait, il y a une filière porcine qui est mise à l'index parce qu'elle serait à l'origine donc du rejet de nitrates dans le milieu marin, rejet de nitrates qui serait responsable de la prolifération d'algues et notamment d'ulves. Et je me dis là, il pourrait y avoir un cercle vertueux quelque part, c'est d'utiliser les ulves pour l'alimentation donc des porcs. On aurait moins besoin peut-être effectivement d'une alimentation riche en azote qu'on fournit de manière plus ou moins artificielle. Ça aussi, c'est une question de société. En fait, avec les algues, on aborde des questions de société. Et moi, il y a quelque chose qui m'agace. C'est quand j'ouvre ma télé comme tout le monde et que j'entends parler des sargasses, quand j'entends parler des algues vertes, comme si c'était une malédiction. Mais la malédiction, ce ne sont pas les algues. La malédiction, ce sont les pratiques culturelles des hommes. C'est ça la malédiction, elle n'est pas ailleurs. C'est tout. Et il faut que les gens n'oublient pas que si on respire de l'oxygène, c'est grâce aux algues, que ce soit les petites algues, par exemple les diatomées, ou que ce soit les grandes algues, ce sont en fait les principaux producteurs d'oxygène. Donc, merci les algues. Si on respire aujourd'hui, c'est merci les algues. Et en plus, elles captent le carbone. Donc moi, chaque fois, je démarre un peu mes interventions en disant, remettons en fait l'église au milieu du village. Et l'église, ce sont les algues. Au lieu de parler des ulves, au lieu de parler des sargasses, parlons des pratiques humaines qui sont à l'origine de ces phénomènes, mais ce n'est pas les algues qui sont en fait responsables. Les algues, elles nous permettent notamment de respirer. Et ça, c'est un message extrêmement important à faire passer. C'est presque du prosélytisme. Je fais presque du prosélytisme quand je fais ça, mais bon, l'inverse existe aussi. Donc, voilà. Vous nous aviez promis de parler de l'étang de Thau. Ah oui, c'est vrai. Ça me rappelle ma jeunesse, l'étang de Thau. Ah. Alors, je vous ai parlé de René Pérez, qui avait fait ces algues qui nous entourent. Et René Pérez est un grand monsieur, c'est un Catalan. Hein, donc, il n'est pas né en Bretagne, il est né en fait à Perpignan. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, lorsqu'on a repeuplé l'étang de Thau avec un essaim d'huîtres japonais, en même temps que le essaim d'huîtres japonais, on a ramené des spores d'Undaria pinnatifida, de wakame. Et cette algue, elle s'est retrouvée bien dans ce milieu semi-ouvert qu'est l'étang de Thau. Donc, elle s'est mise à proliférer naturellement. On était dans les années 70. Au début des années 80, l'Ifremer avait décidé d'implanter les algues sur les côtes françaises. Et donc René Pérez a développé une méthode qu'on appelle la méthode de free living, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est une méthode originale pour la production de wakame, par rapport à la méthode classiquement utilisée par les Asiatiques. Alors en quoi elle est originale? En fait, elle se fait essentiellement en laboratoire sur l'aspect reproduction, et elle nécessite peu de personnel. Et en fait, l'enjeu, c'était d'implanter une filière algues alimentaire en France. Et cette filière algue alimentaire, elle était basée sur une espèce qui était le wakame, parce que c'est une algue qui est très prisée au Japon. Donc, il a fait ça dans les années 80. Il a implanté au large d'Ouessant les premières cultures d'Undaria pinnatifida, c'est-à-dire de wakame. Et puis après, ça a été développé par d'autres, donc sur les côtes bretonnes. Mais ça nous a quand même coûté un incident diplomatique avec les Anglais, parce que les algues qui étaient cultivées au large d'Ouessant, on a retrouvé, enfin c'est une algue qui s'est bien implantée en fait sur les côtes européennes. On a retrouvé donc du wakame, de Undaria pinnatifida sur les côtes anglaises. Voilà. Donc les Anglais ont considéré qu'on avait en fait exporté une algue non indigènes sur leurs côtes, ce qui a créé un petit incident diplomatique, mais c'est pas allé très loin. Je ne sais pas s'ils en mangent, oui, je ne sais pas, je pense. Bonsoir, Oui. et merci beaucoup pour la conférence, c'était vraiment passionnant. Merci. Beaucoup des anecdotes et puis les belles images. C'est rare que j'ai le micro. Je vais d'abord remercier les organisateurs de ces soirées Planète Conférence parce que c'est vraiment un bel événement
pour la culture scientifique et merci à vous. Merci. Donc une petite question sur en fait le fait que les citoyens, les consommateurs ne consomment pas trop d'algues. Est-ce que il y a plusieurs obstacles, hein, on les a vus, on a vu quelques-uns ce soir. C'est facile de ramasser des herbes aromatiques dans son jardin et de les conserver, etc. Mais pour les algues, c'est vrai que dès lors qu'on ramasse l'algue, il y a toujours le problème de la conservation. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu as des conseils sur la façon de conserver? Combien de temps on peut conserver dans les meilleures conditions? Quelles sont ces meilleures conditions? Alors, les meilleures conditions pour conserver une algue, c'est de la déshydrater de toute façon. En enlevant l'eau, on la rend moins sensible aux micro-organismes, bien entendu. Sinon, après, c'est de faire une conserve, c'est d'apertiser. Ou de congeler. On peut congeler des algues aussi. Hein. En fait, toutes les techniques de conservation qu'on va utiliser pour les légumes terrestres, on peut les appliquer en fait aux algues. Alors, il y a une méthode de conservation que moi j'aime pas beaucoup et je crois qu'elle a été abandonnée, c'est le salage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on salait les algues comme on sale en fait le cabillaud, donc la morue. Mais aujourd'hui, c'est plus dans les pratiques de faire du salage parce qu'après il y a toute l'opération de dessalage et plus personne ne dessale un produit maintenant. Les gens n'ont plus le temps, quoi. Puis ils savent plus faire. Ce que les anciens savaient faire, les gens n'ont plus le temps de le faire. Non, mais je crois que le problème des algues, c'est pour ça que ces conférences sont importantes, mais c'est pour ça aussi que le travail que fait Nathalie et puis d'autres est important. C'est le travail aussi de l'association Merci les algues, dont la vocation est de promouvoir en fait les connaissances, l'information sur les algues et de promouvoir aussi les filières qui utilisent les algues. C'est de faire effectivement de la pédagogie. Parce que moi, je suis convaincu que les algues souffrent d'une méconnaissance de la part du public. Et quand il y a une soi-disant connaissance, elle est surtout négative. Donc il faut rétablir un peu les choses. Et c'est pour ça qu'on fait on fait ces conférences, parce que c'est notre passion à tous, hein, là. Mais ça, c'est important. Et moi, je remercie l'Université de Bretagne Sud pour ces conférences qui sont des conférences qui ont pour objet d'informer en fait le citoyen. Un citoyen éclairé, c'est toujours un citoyen qui est plus intéressant qu'un citoyen non éclairé, bien entendu, par la connaissance. Oui ? Bonsoir. Bonsoir. J'aurais une petite question. Est-ce que vous avez des ouvrages ou des sites internet de recettes à nous conseiller pour débuter à cuisiner les algues? Il faudra peut-être que je mette mes recettes un jour je fasse un livre là-dessus. Non. Mais ça veut pas. Si je dis non, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que je m'y suis pas intéressé. C'est différent quand même. Tu connais Nathalie, toi? Ah ben Nathalie connaît, donc c'est elle qui va donner l'information. Vous pouvez passer à mon bureau, j'ai plein d'ouvrages. Il en existe plein. Et oui, il en existe, oui, c'est vrai. Et de mémoire, il y avait un groupe de master 1 ou 2, Clément de Géol, qui avait fait un site internet, je crois que c'est Consomalgue. Il faudrait que vous m'écriviez, je vous le redirai. Et il donnait les spots où on pouvait prélever les algues sur les plages et puis donner quelques recettes. C'est des étudiants de nos promos qui avaient fait ça. Mais il y a plein de sites, il y a plein d'ouvrages. Hein, ça c'est quand même bien vulgarisé. Vous trouverez facilement pour vous faire plaisir. Sinon, je fais de la publicité pour elle, mais Régine Keva. sur la halle aux poissons à Vannes, vous avez Lucie Corne qui vend quand même des algues fraîches, hein, les samedis et dimanches. Si elle n'est pas là, c'est qu'elle est à la pêche, et elle vous expliquera comment les utiliser, comment les conserver, et elle suit les saisons. Hein, c'est une ingénieure qui a suivi après le master chez nous. Elle connaît bien sa ressource. C'est une chouette fille, allez-y. Non mais osez les algues. Alors c'est Lucie Corne, quand vous rentrez dans la halle aux poissons, sur le marché de Vannes, vous passez sur la gauche et elle est un peu plus loin sur la droite. Voilà. Avec un petit foulard, vous allez voir. Elle est facile à repérer. Oh, il y a d'autres idées avec Merci les algues, j'imagine. Puisque vous parliez de sensibilisation,
Moi, je ne suis pas bretonne et j'avais déjà entendu cette histoire d'algues pour l'alimentation il y a bien longtemps. Mais il y a plein de régions en France où on ne peut pas les cueillir. Est-ce qu'il y a quand même pas mal d'émissions scientifiques, de vulgarisation à la radio et à la télévision? Sont-ils ouverts au sujet que vous essayez de promouvoir? Je pense notamment à la Terre au carré. Ouais, non, alors... On est... Enfin, je pense que Nathalie doit être un peu dans le même... Non, est-ce que les émissions scientifiques de télé ou de radio font appel à nous pour parler des algues? Ça peut arriver, mais... Je crois qu'il faut les contacter aussi, ils sont tellement sollicités. C'est-à-dire, nous, on les sollicite pas, c'est eux qui peuvent nous solliciter. Moi, j'avais été sollicité par une société de production qui travaille pour Arte, qui voulait faire en fait un bilan sur l'utilisation des algues en Europe et puis en Amérique du Nord. Et alors, ça se traduisait par de nombreux voyages en Europe et en Amérique du Nord. Et si j'ai bien compris, pour des questions de budget, alors bon, on a peut-être dit ça pour pas me vexer, hein, pour des questions de budget, le projet n'a pas été accepté. Voilà. Donc, généralement, on n'est pas à l'origine, on est souvent sollicité. À la radio, c'est plus facile, on peut passer plus souvent à la radio, mais moi, je suis passé sur des radios régionales, locales, et pas sur des radios nationales. Est-ce qu'ils font des interviews sans qu'il y ait des voyages? Ouais. Ben, on est ouvert. Hein. Enfin, tous les Nathalie, jours c'est d'autres pareil. Hein. Juste, donc, Joël est un peu modeste, il ne l'a pas dit, mais il est coprésident de notre association Merci les algues qu'on a créée il y a 3 ans. Donc le but, justement, est de faire connaître les bienfaits des algues, aussi bien alimentaires que les algues bonnes pour les animaux ou bonnes pour les végétaux. Et donc, on a clairement une volonté de faire connaître les algues, de les démocratiser dans les écoles. Il y a des formations qui sont en cours. Et même motiver aussi les filières à se constituer, parce que, comme il était dit, on collecte beaucoup les algues ici, on ne les cultive pas. Et si on veut développer la consommation, il faut qu'on puisse aussi les cultiver. Et, vous voyez, la semaine dernière, il y avait le sommet de la conchiliculture à Vannes. Et donc, il y avait une volonté assez forte aussi des conchiliculteurs, à côté des huîtres, de remettre un peu la culture d'algues, comme ça se fait en Asie. Hein, c'est comme nos conchiliculteurs, quand ils font leurs huîtres, ils ont des installations bordure de mer. Et donc, avec Anne-Sophie Burlot, qui est ici aussi, donc on a un comité scientifique pour justement accompagner la communication auprès du public et donner des informations les plus fiables possibles scientifiquement, et surtout de faire connaître dès les plus jeunes âges et de faire goûter les algues. Parce que dès qu'on les goûte, et on a vu même chez les enfants, on a fait des algues avec des cuisiniers qui ont utilisé des algues fraîches et ils ont adoré ça. Donc il y a un vrai mouvement qui est en cours, et je remercie Joël de s'engager aussi avec nous dans l'association. Voilà, et puis pour compléter, il y a des jeunes ici, mais il y a une licence professionnelle d'aquaculture d'algues qui est cohabilitée avec l'UCO et l'UBS. D'ailleurs, je vais demain pour 2 jours de cours là-bas. Gilles et moi, on intervient dans cette licence-là. Donc voilà, il y a des licences aussi qui préparent à des métiers d'aquaculture des algues en Bretagne. D'autres questions? Quelle énergie! Et les livres, vous pouvez les retrouver à la bibliothèque, tout simplement. Tout à l'heure, on a évoqué le réchauffement climatique et on parle beaucoup de la solubilité du CO2 dans l'océan qui augmente l'acidité. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de prévoir l'impact à 20, 30, 40, 50 ans sur la sélection ou l'impact sur nos algues en fait? Non, je ne sais pas. Ouais. Je suis désolé. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut répondre à cette question. En tout cas, moi, je ne sais pas. Il y a pas d'études en cours là-dessus, en labo pour... ouais. Un peu. C'est ce que j'allais dire. Lors d'un colloque international à Brest en fin août dernier, là, il y a quelques semaines, on a suivi des conférences qui montraient des résultats justement sur des simulations
de modification de milieux aquatiques, justement sur les différentes espèces d'algues. Alors, il y a quelques modèles qui sont étudiés, évidemment. Ah ouais. Ce sont des travaux de laboratoire. C'est de la modélisation. Voilà, c'est de la modélisation sur les travaux de labo. Donc, on va jouer effectivement sur le pH, sur la température, sur la luminosité, etc. Mais voilà, les chercheurs sont capables de dire avec un delta en température. modélisation, oui. Voilà. Et oui, au niveau de la planète, bon, en tout cas, j'ai appris quelque chose parce que je ne savais pas. Mais en modélisation, effectivement, on peut faire beaucoup de choses. Surtout au niveau écosystémique. Et voilà, et un des chercheurs qui présentait sa conférence là, sur les kelps, sur les grandes forêts d'algues brunes dans l'océan, terminait joyeusement sa conférence en disant, là je m'adresse aux étudiants, en disant qu'il recherchait et recrutait, il a eu wanted étudiants, des étudiants motivés, moteurs, qui avaient la pêche, pour s'engager dans les travaux de recherche sur les algues marines. Hein, donc les jeunes qui sont là, vous voyez, les grands chercheurs, même de l'Australie, souhaitent trouver des étudiants motivés pour travailler sur ces sujets-là. Bon, pas de questions? Bon, tout le monde au lit. Alors. Je vous remercie, vous êtes bon. Noël. Merci bien.